Mesdames et messieurs, Théo Mediatalk reprend du service après une bonne période d'interruption, vous l'aurez remarqué, et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette émission consacrée essentiellement à l'immigration ici aux États-Unis. Eh bien, depuis l'investiture de Donald Trump à la Maison-Blanche, il y a un peu plus d'un an maintenant, la politique d'immigration des États-Unis a connu des modifications radicales, suscitant des débats passionnés sur les droits des immigrants et les politiques de contrôle des frontières. Nous nous penchons aujourd'hui sur l'impact de ces changements avec, bien sûr, notre expert maison, M. Traoré Adoubou, qui est directeur de l'African Advocacy Network et qui est aujourd'hui avec nous sur ce plateau. Mesdames et messieurs, je suis Théo Coucougnon et bienvenue à votre émission qui démarre maintenant. Monsieur Traoré, bonjour. Bonjour, le frère Coucougnon. Merci encore de venir sur notre plateau, nous faire l'honneur de nous parler de ce point qui est très très important ici au sein de la diaspora africaine, que j'ai nommé l'immigration en tant que telle. Voilà, alors, comme je le disais tout à l'heure, depuis l'investiture de M. Donald Trump, il s'est beaucoup d'eau ont coulé sous le pont, il s'est passé beaucoup de choses en matière d'immigration. Vous étiez ici sur notre plateau pour nous en parler un peu. Aujourd'hui, quelles sont les mesures principales, d'abord prises par l'administration Trump concernant l'immigration? Écoute, d'abord, le frère Coucougnon, je voulais te dire merci. C'est toujours avec beaucoup de plaisir et c'est un honneur que tu me fais de m'inviter sur ton plateau. Et donc, je suis le fondateur de African Advocacy Network et j'en suis le directeur exécutif. Même si Trump crée beaucoup de problèmes en matière d'immigration, African Advocacy Network continue de fonctionner. Et donc, nous avons du personnel. Et comme je disais l'autre fois, nous avons maintenant 4 avocats. Il y a même un parmi eux qui a travaillé pendant plusieurs années au bureau d'asile. Donc, il a été officier d'asile donc, avant de venir nous rejoindre. Et donc, voilà quoi. Et si jamais les gens ont des questions particulières, ils peuvent toujours appeler le bureau. Et si tu permets, c'est le 415 233 234 33 80. On va répéter cette oui, à la fin, c'est tellement. Et donc, essayez de prendre un rendez-vous. Mais aussi, je voulais dire que, vous savez, c'est le temps du moment. Hein. Et puis aussi, je voulais vraiment dire qu'il faut que la communauté supporte le travail que tu fais. Parce que c'est ce qui nous manque surtout. Comment est-ce que nous travaillons sur l'information et que nous subissons à la limite au quotidien. Et comment est-ce que nous réagissons à cette information, comment est-ce que nous la partageons et comment est-ce que nous l'étudions afin de nous en servir pour pouvoir nous relever. La dernière fois, je parlais de ce roseau, n'est-ce pas, qui plie mais qui ne rompt pas. Et je crois que donc, et comment est-ce que nous allons, à partir de nos propres comportements, construire notre propre résilience qui va nous permettre, n'est-ce pas, de vivre, c'est pourquoi nous sommes venus ici. Et donc, ceci étant dit, pour revenir à Donald Trump, écoutez, il y a tellement de choses qui se passent que c'est quand même un peu difficile de mettre le doigt sur tout à la fois. Mais bon, il faut dire que c'était son programme de gouvernement lorsqu'il était, n'est-ce pas, lorsqu'il s'est présenté, n'est-ce pas, à la candidature pour être présent. Son programme de campagne. Voilà, son programme de campagne. Et donc, ceci étant dit, il a donc devoir de rendement, n'est-ce pas, à ses électeurs. Et aussi, bon, et donc, il est en train de mettre en place une politique et bon, qui lui permet de dire à ses électeurs, voici ce que je vous ai promis et voici ce que je suis en train de faire. Mais maintenant, enfin, écoutez, si on regarde l'immigration d'une manière froide, selon toi, pourquoi est-ce que la Californie, c'est l'État le plus avancé des États-Unis? Mais pourquoi est-ce que la Californie, je crois, est la 4e ou 5e puissance économique au monde? Et en même temps aussi, en parallèle, tu peux voir que la Californie, c'est l'État qui a le plus d'immigrants. Bien sûr. Voilà. Donc je pense que, n'est-ce pas, il y a une réalité là. Et d'un point de vue personnel, je dirais toujours que l'étranger, c'est une bénédiction pour celui qui le reçoit. Voyez-vous, une fois qu'on a disait à quelqu'un, si vous regardez même l'Allemagne nazie, Hitler, il a fait pas mal de bonnes choses pour le peuple nazi à l'époque. Il y a encore des autoroutes, n'est-ce pas, qui sont là et qui ont été faites par Hitler. La famille Volkswagen, voilà. Bon, ça faisait partie de son programme. C'était son programme. Mais pourquoi le Troisième Reich était là pour 1000 ans? Mais
pourquoi est-ce que le troisième Reich n'a pas duré? Parce qu'il n'y a pas eu la dimension humaine qui apporte la spiritualité, qui protège toute une nation, n'est-ce pas, et qui lui permet d'évoluer. Et je crois que si jamais l'Amérique perd ça, ben, évidemment, c'est assez difficile. Maintenant, quand on regarde, quand on est dans le cadre purement légal, ce que nous disons African Advocacy Network a fait, bon, surtout les professionnels, et ce que je pense, c'est que, quelle que soit la situation, il y a ce qu'on appelle le due process. Personne au monde ne veut cohabiter avec des criminels. Personne au monde ne veut cohabiter avec des violeurs, avec des tueurs, qui sont en série ou pas. Voilà. Et donc, et c'est tout à fait normal que lorsque vous arrivez sur une terre, n'est-ce pas, il y a la loi, n'est-ce pas, de cette terre-là, n'est-ce pas? Et donc, que tout le monde doit respecter, et que ce soit les étrangers ou les autochtones eux-mêmes, n'est-ce pas? Mais seulement ce que nous disons, c'est que la loi ne doit pas évoluer à géométrie variable. C'est-à-dire, c'est pas parce que un tel est noir ou bien qu'il vient de tel ou tel pays, plutôt que l'autre pays, n'est-ce pas, qu'on va le juger autrement. Ce que nous disons, c'est que la loi soit appliquée d'une manière uniforme et qu'on n'aille pas tordre le cou à la loi, n'est-ce pas, tout simplement parce que, bon, voilà, c'est basé sur des sentiments de haine, parce que c'est basé sur des sentiments comme la xénophobie, n'est-ce pas, comme le racisme, n'est-ce pas, comme la bigoterie. Alors, donc, je crois que c'est sur ça. Mais sinon, Trump, il est en train de faire un certain nombre de choses, et je crois qu'il ne faut pas aussi, n'est-ce pas, qu'on se laisse aller, et on va certainement en parler, et c'est pour moi aussi le moment de dire à nos gens, à la limite, qu'on me permette d'être un peu vulgaire, que Jenny Vance aille au Groenland, nous les immigrants, on s'en fout. Voilà, c'est pas ça qui règle notre problème d'immigration. En tout cas. Voilà, donc ça nous distrait. Maintenant, comment est-ce que nous allons nous asseoir et d'une manière, n'est-ce pas, calme et posée, et choisir dans tout ce brouhaha-là, dans tout ce vacarme, n'est-ce pas, qu'est-ce qui nous intéresse afin que nous puissions, n'est-ce pas, nous regrouper et menions les réflexions qu'il faut pour pouvoir trouver les solutions qu'il faut, parce que je dis toujours aux gens, à la fin du jour, pour nous, il est question qu'on soit capable de créer notre propre écosystème ici aux États-Unis. Voilà. Et que, bon, pour la génération qui monte, n'est-ce pas, que nous créons les conditions pour que cette génération connaisse un sort bien meilleur que le nôtre. Et je crois que c'est le rôle de tout parent. Donc, je vais m'arrêter là pour le moment. Voilà. Donc, comment les mesures que M. Donald Trump a prises, de ces mesures qui ont été prises par M. Donald Trump, comment elles ont affecté, j'allais dire, les immigrants africains ici de façon concrète? Oui. Bon, alors, disons, en dehors du racisme, ça c'est quelque chose qu'on ne dit pas souvent, en dehors du racisme qui s'exerce beaucoup plus contre les immigrants africains, en fait, prenons seulement des statistiques, je ne vais pas vous donner les chiffres, mais quand tu prends la proportion d'immigrants que nous sommes, et la proportion de ceux qui sont rapatriés, nous sommes plus rapatriés que les autres groupes. Voilà. C'est pas en termes de nombre absolu. C'est-à-dire les Africains sont plus rapatriés. Voilà, d'une manière comparée. Voilà, si tu regardes combien nous sommes et combien sont rapatriés, nous sommes beaucoup plus touchés que les autres groupes d'immigrants. Ça, c'est ensuite, bon, pour avoir du personnel qui travaille dans les centres de détention, on constate que les immigrants noirs sont plus maltraités que les autres immigrants dans leurs conditions de détention là-bas. Vraiment? Oui. Et ça, je peux te dire, il y a des statistiques. Si tu veux, après, je pourrais te les donner. Bon, tu pourras les poster pour montrer un peu, parce qu'il y a des études, n'est-ce pas, qui ont été faites dessus. Et donc, je crois qu'il y a déjà ce truc-là. Il ne faut pas oublier non plus que l'immigrant noir vit une réalité à double face. D'abord, il est migrant. Ce qui veut dire qu'il n'est pas originaire d'ici. Enfin, c'est selon ce qu'il décide. Et en plus, il est noir. Et nous savons ce que ça signifie d'être noir aux États-Unis. Voilà, c'est pratiquement toute l'histoire des États-Unis qui s'est construite, n'est-ce pas, autour du racisme systémique, n'est-ce pas, contre les Noirs et certainement contre d'autres couches, mais nous, en tant que Noirs, voilà, bon, disons que nous lisons notre réalité. Donc, quand tu viens ici, non seulement tu dois, n'est-ce pas, vivre tous les problèmes que connaissent tous les immigrants en général, mais aussi tu dois vivre les problèmes du Noir aux États-Unis. Les politiciens de lui, c'est un peu comme si nous, les immigrants, nous sommes des voleurs, nous sommes des violeurs, voilà, nous sommes des vendeurs de drogue, voilà, nous avons le sida, voilà, et on sort quelquefois même des schémas habituels pour inventer des choses pour nous accuser, et parce que, bon, voilà, on ne s'est jamais demandé pourquoi de tous les immigrants qui sont aux États-Unis, c'est les Haïtiens seulement qui sont noirs, qu'on a accusés d'être des mangeurs de chiens et de chats, de tous les immigrants qui sont aux États-Unis. Et pourtant, quand tu lis les statistiques sur Springfield, c'est l'arrivée des Haïtiens qui a ramené Springfield à la vie.
Et donc, il fait que, et donc, Donald Trump a bondi sur ce chemin-là. Mais maintenant, évidemment, moi, je dis toujours aux gens, la loi reste la loi. Et force reste à la loi, à la fin du jour. Et donc, ils vont dire beaucoup de choses. Ils vont même aller sortir des vieilles lois qui ne sont applicables qu'en période de guerre effective, rien que pour pouvoir prendre les gens, n'est-ce pas, pour les exporter. Parce que c'est le cas de dire, vers le Salvador, par exemple. N'est-ce pas? Et quelle est la loi qu'ils utilisent? C'est une loi qui date d'une période, qui est applicable en période de guerre. Mais ils ne sont pas en période de guerre. Voilà. Parce qu'il demande à ce que la loi soit appliquée, il veut... Voilà. Bah, lui, il ne veut pas, voilà, il veut avoir les coups de franche, bon, il veut faire tout ce qu'il a envie de faire. Voilà, donc, alors, évidemment, face à tout cela, et à cela aussi, il faut ajouter toute la cacophonie. Ouais. Tu vois, aujourd'hui, quand c'est pas l'Ukraine, on veut acheter le Groenland, on veut faire du Canada, et voilà, on veut acheter le Canada, on veut aller au Panama, on s'attaque aux Chinois, on s'attaque à l'Europe. Bon, ces derniers temps, maintenant, ils se mettent la guerre au Congo, entre le Congo et le Rwanda. Donc, tu vois quoi, en fait, et c'est vraiment difficile de se concentrer. Tu vois, non? C'est la confusion, n'est-ce pas? C'est, si tu veux, à penser à des lendemains incertains. Voilà, parce qu'à la où ils vont, tu vois, même celui qui est citoyen, il se sent plus protégé. Oui, voilà. Et donc, du coup, voilà, donc il y a la peur et avec tout ce qui va avec, tu vois, tout le traumatisme qui va avec, des parents qui ont peur d'envoyer les enfants à l'école, les gens qui ont peur d'aller au travail, les gens qui ont peur d'aller au supermarché, les gens qui ont peur même de monter dans les voitures et même qui dorment difficilement. On ne parle pas beaucoup, tu vois, si tu veux, des conséquences au point de vue santé mentale. Tu vois, de tout ce qui se passe là, n'est-ce pas? Parce que les gens sont déséquilibrés. Tu vois, psychologiquement, mentalement, ils sont déséquilibrés. Bon, ils ne savent pas à quoi s'attendre le lendemain. Mais moi, avant de passer à autre chose, tout ce que j'ai dit toujours, dans ma prière au quotidien, j'ai dit toujours au bon Dieu, que Dieu nous accorde la santé et la vie pour que nous voyons la fin de ce film-là. Mais ce que je voulais demander, c'est que comment les mesures drastiques qu'il a prises, donc, lorsqu'il est arrivé, comment ces mesures-là sont donc traduites sur le terrain concrètement avec les Africains, je veux dire? Parce que, comme tu le sais très bien, il y a eu un moment donné, mais c'était la hantise, la peur avec ces vidéos qui circulaient sur les réseaux sociaux. D'abord, bon, je voulais d'abord savoir la véracité de ces vidéos. Très bien. Et puis, quel est l'impact réel de toutes ces mesures sur le terrain? Bon, alors, comme je l'ai dit au début, d'abord, il faut dire que la fourniture des services d'immigration continue. Voilà, les gens, on voit tuer les gens arriver. Bien sûr. Voilà, donc tu vois, c'est-à-dire que en dehors de la cacophonie, bon, et il y a des gens qui continuent, voilà, les gens continuent à être naturalisés au quotidien. Là, tu fais son test, voilà, tu fais ta cérémonie de prestation de serment, et puis bon, tu y vas. Les gens continuent d'avoir la carte verte. Bon, peut-être il y a des niveaux auxquels c'est beaucoup plus lent, parce que là, c'est intentionnel, c'est pas le cas des demandeurs d'asile. Bon, évidemment, on ne peut pas s'asseoir et dire de but en blanc que tous les demandeurs d'asile mentent. C'est pas vrai. Voilà, sinon l'asile, bon, il n'a pas sa raison d'être. Voilà. Bon, et donc, c'est à ce niveau-là qu'il crée quand même des goulots, des goulots d'étranglement. Mais bon, toujours est-il que, voilà, quoi, l'immigration en tant que système continue. Bon, maintenant, il veut le changer. Il veut enlever, par exemple, le droit du sol. Bon, mais ça, c'est des choses qui vont quand même prendre du temps. Je crois qu'il fait certainement beaucoup plus de bruit, tu vois, il crée beaucoup plus de traumatisme, et je crois que ça, c'est une de ses techniques. Vraiment, c'est le mot, voilà, il crée beaucoup plus de traumatisme, mais sinon, bon, maintenant, est-ce qu'il y a des gens qui se font arrêter? Oui, c'est certainement, oui, certainement, mais n'oublions pas que il va peut-être dans tout cet entamar, il va falloir peut-être même redéfinir certains termes. Bien sûr. Voilà. Qu'est-ce que Donald Trump appelle l'immigrant illégal? Voilà. Est-ce que le gars qui a le TPS, est-ce qu'il est illégal? Non. Non. Il bénéficie d'un statut pratiquement, bon, peut-être il y a des choses qui sont limitées, il ne peut pas voter, mais en dehors de ça, il a le droit de travailler comme tout le monde. Bien sûr. Voilà. Et s'il a la qualification, il peut même aller au boulot les plus élevés. Voilà. Parce qu'il a la qualification et parce qu'on a besoin de lui là-bas. Voilà. Et donc, quand tu regardes tout ça, ben voilà, je crois que il y a certainement du mal qui s'est fait. Bon, il y a quelques malheureux ou bien alors quelques-uns, voilà, qui ont commis des erreurs qu'il fallait pas commettre. Bon, et qui vont certainement en pâtir. Mais bon, moi je dis toujours que
L'Amérique, c'est quand même l'Amérique, et la loi, la force doit être à la loi, même si c'est un criminel qu'on a pris sur le fait, il faut qu'il soit jugé, il y a une procédure qu'on doit suivre. Voilà, on ne peut pas avoir des procédures différentes selon la race des gens. Voilà, mais sinon, bon, écoutez, l'Amérique ne serait pas l'Amérique, et le monde même ne serait plus le monde. Voilà, donc, tu vois, il y a surtout le traumatisme. Bon, évidemment, il y a tous ces cas qui sont bloqués. Et si vous voyez tous les retards qu'on accuse, bon, quand il faut aussi, on peut dire qu'il y a quelque chose de malheureux. Bon, tous les retards qu'on accuse maintenant en matière d'immigration, c'est depuis Trump, un point haut. Voilà, beaucoup. Voilà, parce qu'il il a bloqué les systèmes. Donc, tout s'est accumulé, tout s'est entassé, et maintenant, malheureusement, il est, bon, si tu veux, il est revenu, et donc, et ça continue. Donc, c'est fait qu'il y a quand même des retards, n'est-ce pas, au niveau de certaines choses, par exemple, bon, tu vois, pour les demandes d'asile, etc., etc. Mais il y a aussi le fait que, c'est aussi pendant ce temps, je ne sais pas à cause de ces retards accumulés, que maintenant, ils sont obligés. Avant, tu t'appelles le système, c'était, on va faire ton test de naturalisation, tu gagnes, tu attends, on t'appelle un jour, tu as une cérémonie, mais maintenant, tu finis, tu dis, oh, tu peux aller tourner là quelque part à San Francisco d'entendre, et puis tu reviens dans 1 ou 2 heures de temps, et puis tu fais ta cérémonie de prestation de serment. Voilà. Donc, ça, c'est les choses qui ont changé. Évidemment, qui n'existaient pas avant. Avant, personne n'aurait pensé à ça. Mais je pense que, bon, et c'est pas leur faute. N'est-ce pas, qu'ils sont obligés de recourir à cette approche-là. Mais sinon, pour le reste, bien évidemment, il y a beaucoup de peur. Il y a certainement des tentatives. Bon, ils menacent partout. Hein. Une de mes avocates est venue me dire la dernière fois qu'elle est inquiète parce qu'ils menacent de poursuivre maintenant les avocats d'immigration. Ouais. Bon, alors, donc, elle en a parlé. Bon, il y a certaines choses aussi. Je crois que, seulement peut-être, on est en train de préparer un certain nombre d'ateliers pour la communauté. Il y a, par exemple, certaines choses qu'il dit. Quand il parle, par exemple, de l'enregistrement, n'est-ce pas, de ce qu'ils appellent aliens. Bon. En gros, ils ne le disent pas clairement. Et ça crée encore plus de peur. Parce que s'il explique clairement de quoi est-ce qu'il est question. Si tu es aux États-Unis et que tu as un permis de travail, ou bien si tu es passé par un poste de contrôle, tu es forcément dans les bases de données. Ah, d'accord. Automatiquement. Si tu viens par l'avion, tu as ton I-94. Si tu entres par la route, voilà, tu te prends, tu dis, je suis demandé, ils vont t'enregistrer avant de te laisser entrer. Donc, ils ont toutes tes informations. Donc, tu es automatiquement dans ta base de données. Maintenant, parmi tous ces millions de gens, il y en a combien qui passent par la petite porte et qui ne sont pas contrôlés? Il y en a très peu. Ils ne sont pas aussi nombreux que ça. Donc, c'est ceux-là maintenant qu'ils veulent, qu'ils veulent avoir dans leur fichier. Oh, ok, d'accord. Ok. Bon, maintenant, mais quand tu regardes ça de près, évidemment, comme ils n'expliquent pas ça, tu vois, alors qu'en principe, toute personne qui a déjà un permis de travail, en principe, tu l'as dans les bases. Ça, c'est une question logique. Voilà. Donc, il n'y a pas lieu d'aller te faire enregistrer encore. N'est-ce pas? Et donc, maintenant, ils demandent à ceux qui ne sont pas dans leur fichier, d'aller se présenter. Mais il nous revient à nous de nous asseoir pour faire la différence entre la réalité et le bruit. Voilà. Il y a beaucoup de bruit. Et puis aussi, bon, d'une manière froide, bon, mais quand nous regardons, il nous revient à nous de dire, mais au fond, mais qu'est-ce que nous devons faire? Parce que nous avons aussi quelque chose à faire. Nous n'allons pas nous asseoir en victime expiatoire et puis bon, attendre qu'on vienne, voilà quoi, nous trancher la tête. Justement, c'est là que je voulais demander quel conseil devons-nous donner à tous ces frères et sœurs de la diaspora africaine qui se trouvent dans cette situation. Qu'est-ce qu'il faut leur dire maintenant pour, j'allais dire, les tranquilliser ou alors ce qu'il faut leur dire, ce qu'il faut faire désormais face à tout cela. Alors tout à l'heure déjà, j'avais commencé à dire que, vous savez, comme on dit, à quelque chose, hein, malheur bon. Voilà. Et donc, voilà, et c'est pour ça que je disais que c'est peut-être le temps pour nous de réaliser que, mais au fond, nous sommes à nous-mêmes une force. Bien sûr. Tu vois, donc, voilà. Et il faudrait que nous en soyons suffisamment conscients. Et il faudrait aussi que nous arrêtions de penser qu'on nous tolère. Voilà. Tu vois, donc, parce que, tu vois, enfin, l'idée, enfin, même le concept du droit, on doit pouvoir maintenant, si tu veux, l'internaliser entièrement. Parce que c'est un élément de défense pour nous. Bien sûr. Voilà, c'est un élément de défense. Le fait qu'on te dise que, oh, tiens, voilà, si un policier t'arrête, voilà quoi. Tu es libre de ne pas parler. Voilà. En gros, on te laisse cette liberté-là. Et donc, ça, c'est une question de droit fondamental. Mais lorsque tu as grandi dans une culture où on te dit le commencement de la sagesse et la peur du gendarme, et on t'a élevé comme ça, et que maintenant tu te retrouves dans un autre contexte où on te dit non,
Parce que pour nous, le gendarme qui te dit comment tu t'appelles et que tu refuses, ça, tu es en train d'offenser, tu es en train de mettre en cause son autorité. Bien sûr. Bien sûr. Et que maintenant, aujourd'hui, on te dise non, c'est pas une remise en cause de l'autorité du gendarme, mais c'est ton droit. Que le gendarme lui-même, il sait que tu as naturellement, et c'est acquis, constitutionnellement garanti. Est-ce qu'ils acceptent ça, les gendarmes? Est-ce qu'ils acceptent cette situation? Et ici, mais si tu ne veux pas parler, il ne peut rien te faire. Okay. Ah non, ça, j'ai vu des gens qui sont venus devant moi, même des gens presque analphabètes, quand ils m'ont expliqué, quand tu as dit, non, je ne parle pas. Okay. Non, il ne peut rien te faire. Et il suffit seulement de, et c'est en cela que nous devons nous éduquer. Il suffit seulement de savoir garder son calme. Parce qu'ils vont crier, ils vont te menacer, ils vont dire tout ce qu'ils veulent. Mais c'est pour ça que je dis souvent, si tu crois en Dieu, c'est le moment où jamais de mettre toute ta langue et ta bouche dans les mains de Dieu. Tu dis, Dieu, ça est dans ta main, faut pas ouvrir ça. Voilà. Il faut fermer sa garde. Donc, voilà. Ils ont beau crier, ils ont beau te menacer, ils vont dire, mais si tu dis, écoutez, moi, je préfère ne pas vous parler. À la fin du jour, ils ne pourront rien faire. Okay. Même s'ils prennent des gens sur le fait, la main dans le sac, les gars disent, non, je ne parle pas. Okay. Et ça va où ça doit aller. Okay. Quel que soit ton statut, tu as quand même des droits. Okay. Voilà. Voilà, il n'y a pas de même si tu n'es pas légal ici. Même si tu viens d'arriver aujourd'hui, tu viens de mettre les pieds ici, tu as certains droits qui te sont garantis par la Constitution américaine, parce que tu es un humain. Maintenant, où est le problème? Le problème, c'est la méconnaissance de ces droits-là. On ne les connaît pas, ouais. Voilà, tu vois, non, on ne les connaît pas. Donc ça, c'est la première chose d'abord. Il n'existe pas un seul individu, même celui, n'est-ce pas, qui est dans le couloir de la mort là-bas, il a des droits. Voilà, quand bien même on peut l'appeler à tout moment pour aller l'exécuter, mais jusque-là, même dans sa chambre d'exécution, il a encore des droits. Voilà, donc je pense que ça, c'est la première chose. Tout individu, à partir du moment où tu t'exprimes, même moi, je dirais, tu bénéficies quand même d'un certain nombre de choses. Absolument. Voilà, ça, c'est la première chose. Maintenant, ces droits dans l'ensemble, si on veut maintenant si tu veux les réduire au niveau de nos situations particulières, parce que ce qui nous préoccupe, c'est que nous sommes des immigrants. Et puis d'ailleurs, enfin, je ne sais pas si quelqu'un pourra m'aider à répondre à ça. Je suis à plusieurs conférences de presse où j'ai dit, jusqu'à quand quelqu'un qui vous a payé immigrant n'est plus appelé immigrant? Ouais. Jusqu'à quel point? Tu es citoyen. Bien sûr. Mais quand il te regarde, il t'appelle immigrant. Bien sûr. Mais pourquoi? Mais pourquoi eux, ils ne sont pas immigrants? On a tous confondu là. Bon, tu vois. Voilà. Alors, donc, c'est pour ça que je leur ai demandé, est-ce que c'est à cause de ta race? Parce que le blanc, on ne l'appelle pas immigrant. Ça, c'est vrai. Voilà, on ne l'appelle pas immigrant. Non. Mais les gens de couleur, on les appelle immigrants. Alors, donc, je pose la question plus d'une fois. Dès qu'on te voit, where are you from? Bon, voilà. Tu vois, non? Voilà. Donc, jusqu'à quand on n'est plus immigrant et on peut être considéré comme quelqu'un qui est totalement intégré et donc il ne porte plus cette étiquette d'immigrant-là. Okay. Voilà. Donc, je pense que, tu vois, ça c'est déjà quelque chose. Alors, maintenant pour revenir, n'est-ce pas, à ce que nous devons savoir, comment est-ce que nous pouvons nous protéger le mieux, donc j'ai dit, c'est l'éducation. Et je le disais, la première chose, c'est de comprendre que, peut-être même que, le préalable à cela, c'est que ceux qui sont des croyants, qui continuent de prier le bon Dieu. Absolument. Pour que Dieu les aide à vaincre la peur. Parce que l'avantage du croyant, lorsque Dieu, n'est-ce pas, a sa main sur toi et que tu ne commets pas des actes mauvais, tu vois, non, tu bénéficies déjà de cette innocence-là qui est en elle-même une protection de Dieu. Absolument. Dieu sait combien de fois on s'est trouvé dans une situation dangereuse, mais il nous est rien arrivé parce qu'on était innocent, parce qu'on était naïf. On ne savait même pas qu'il y avait un danger là-bas. Absolument. C'est après que tu sors pendant, tu étais là-bas, mais tu n'as rien eu. Bon, voilà, mais maintenant tu commences à avoir peur. Donc, tu vois, Dieu a ce pouvoir-là de garantir, tu vois, cette protection-là. Absolument. Voilà. Donc, je pense qu'il y a donc, éduquons-nous, prenons-nous en charge, éduquons-nous, n'est-ce pas, parce que la première personne qui doit pouvoir nous protéger, c'est nous-mêmes. Ouais. Donc, je pense aussi qu'il va falloir aussi qu'on s'ouvre, tu vois, non? Voilà. Et qu'on travaille aussi de plus en plus avec les autres. Et c'est vrai que nous voulons créer notre propre écosystème, mais il ne faut pas oublier que cet écosystème-là va faire partie de l'écosystème immigrant dans son ensemble. Ouais. Voilà. Donc, nous allons venir avec l'écosystème des immigrants noirs, l'écosystème des immigrants latinos, l'écosystème des immigrants asiatiques.
Et c'est ça qui va créer l'écosystème immigrant. Donc, voilà, il va falloir que nous ayons une certaine approche, mais ça demande tout un travail de fond. Et je crois que ça va prendre tout le monde, nos responsables religieux, voilà, ils ont leur rôle à jouer, les présidents des différentes associations ont leur rôle à jouer, n'est-ce pas, et de telle sorte que nous puissions quand même, tu vois, enfin, être mieux structurés, voilà, et que nous créons nous-mêmes nos propres canaux d'information, n'est-ce pas, et que l'information circule comme il se doit, et que ce soit la bonne information, surtout en ayant toujours en tête cet élan d'empathie que nous devons tous avoir les uns pour les autres, parce que quand tu es hors de la maison, nous sommes tous des orphelins, et nous sommes obligés de prendre soin les uns des autres. Bien sûr. Yeah. Okay. Alors, tout dernièrement, on a vu des statistiques qui ont été sorties concernant surtout les pays africains. Ouais, je crois que Côte d'Ivoire, c'était combien de pourcentage là, d'immigrants? Il y a eu le Cameroun et tout cela. Alors, par rapport à cela, est-ce que c'est dire que il y a certains de nos compatriotes qui ont subi donc ces décisions-là, qui ont été déportés entre-temps? Est-ce que tu as des statistiques Bon, disons que les statistiques, non, bon, pour le moment, c'est un travail de foi qui est en train de faire. C'est comme ça que je disais, par exemple, qu'on a contacté ces gens-là, par exemple, pour le LR Registration. Voilà, et ils nous ont dit, enfin, ils ont désigné un des avocats qui ne travaille que sur ça. Et donc, ils ont dit, bon, attendez, dans les très prochains jours, nous allons finir la lecture légale des choses et puis voir les voies des recours et tout ça. Et donc, c'est exactement la même chose, n'est-ce pas? Ceux qui, bon, ceci étant dit, il y a toujours eu des rapatriements, hein. Tu vois, voilà, les rapatriements en eux-mêmes, ils ne sont pas nombreux. Bon, peut-être que la grande différence, c'est, enfin, le niveau auquel il veut l'amener, parce qu'il y a toujours, chaque jour que Dieu fait, il y a toujours des rapatriements. Voilà. Bon, nous-mêmes, on connaît des gens, bon, autour de nous, bon, qui étaient rapatriés. Bon, quand bien même, ils n'étaient pas des voyous. Tu vois, quand bien même, bon, ils n'étaient pas des criminels en tant que tels. Donc, le rapatriement, il y en a toujours eu. Mais peut-être que la grande différence, et qui fait que on est maintenant beaucoup plus curieux parce qu'avant on ne demandait pas nos statistiques en matière de rapatriement. Et quand bien même tout à l'heure je t'ai dit que quand on regarde en termes de proportion, nous les immigrants noirs nous sommes beaucoup plus rapatriés que les autres groupes. Voilà. Et donc maintenant et le travail que nous faisons c'est de nous adresser aux uns aux autres parce que chaque groupe disons a une attitude disons a un espace une sphère particulière où ils travaillent. Donc, par exemple, il y a certains qui s'occupent des statistiques. Et donc, nous faisons fort, n'est-ce pas, de voir cette statistique-là et afin de pouvoir, n'est-ce pas, les partager aussi à la communauté parce que les statistiques peut-être permettent aux gens de mieux comprendre ce qui se passe réellement et de vaincre en partie la peur. Voilà, parce que si on te dit, par exemple, quand tu es assis, tu te dis, ouh, tel que ça se passe, on dirait que c'est des dizaines de milliers d'Africains qu'on rapatrie. Bon. Et maintenant, tu vas voir les statistiques. C'est vrai qu'on rapatrie les gens, mais au fond, mais c'est pas aussi gros que ça. Voilà. Et donc, parce que le danger, tu vois, de la mauvaise information, c'est même de pousser les gens qui ont des procédures en cours, de laisser tomber tout ça à cause de la peur. Et tu vois, voilà, ça c'est encore une autre. C'est juste une stratégie. Voilà, tu vois, voilà. Donc, il nous revient à nous de continuer à dire aux gens, vous avez une procédure en cours, continuez à parler à celui qui vous aide. Et c'est pour ça encore, je voulais revenir sur le fait que c'est extrêmement important que les gens aillent chercher. Le temps du folklore est passé. Voilà. Le temps où Pierre pouvait s'élever ou bien Jean pouvait s'élever pour dire, oh bien, moi je vais te remplir, n'est-ce pas, ton formulaire de naturalisation, ce temps est révolu. Parce que maintenant, une erreur même que tu fais en remplissant ces papiers-là peut les amener vers toi. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis toujours aux gens, écoutez, il va falloir qu'on continue à nous organiser, mais pour le moment, si vous devez parler à quelqu'un, c'est vrai qu'une organisation comme African Advocacy Network, nous avons une capacité relativement limitée. Nous travaillons chaque jour à augmenter notre capacité, mais bon, voilà, peut-être payer un peu d'argent à un avocat privé, n'est-ce pas, pour être sûr de ce qui se passe, plutôt que de prendre ça sur soi-même et de commettre une erreur qui a fait que maintenant les gens ils commencent à remonter, n'est-ce pas, pour aller chercher quelque chose. Bon. On avait par exemple un cas, enfin, je peux les citer, tout le monde en a entendu parler. Marco, le propriétaire de Baobab. Oui. Bon, tu sais, il y a eu une histoire, une grosse histoire sur lui, voilà, au cours de Trump 1-0. Bien sûr. Parce qu'on voulait lui arracher la naturalisation. Tout simplement parce que je crois qu'il avait fait une demande de visa pour sa mère qui devait venir. Bon, ils sont remontés, et ils ont fini par se rendre compte que, oh, en fait, il avait eu ses papiers parce qu'il s'était marié à quelqu'un, et maintenant on se rend compte que, oh, cette personne s'était mariée à d'autres personnes, et maintenant, boum, on remonte à lui, maintenant on veut l'arracher sa naturalisation.
Voilà, on le fait dormir peut-être une nuit en cellule. Bon, chance pour lui, il est très connu, donc il a eu beaucoup de support, mais figure-toi si c'est pas quelqu'un de très connu. Oui. Tu vois, il s'est resté dedans. Alors, donc c'est pour ça que je dis que il faut que nous ayons, peut-être que nous soyons tous un peu carrés, quoi, tu vois, donc par rapport à certaines choses, et que nous nous organisions, et que bon, à défaut peut-être de recevoir, peut-être le service individuel direct, que peut-être en tant que communauté, nous organisons nous-mêmes nos propres ateliers. Bien sûr. Tu vois, et moi je suis toujours, lorsqu'on fait les ateliers, qu'on se parle dans les langues qu'on comprend le mieux. La preuve, on pourrait se parler en anglais, on est en train de se parler en français, parce qu'il n'y a rien de tel. Bien sûr. Tu vois, et ça encore, ça c'est un droit. En principe, aux États-Unis, on ne peut pas te prendre jusqu'à un certain niveau, te faire dire des choses sans te parler dans la langue que tu comprends le mieux. Absolument. Mais on se bat, on essaie de parler anglais. Ouais. Bon. Et évidemment, dedans, on fait nos fautes de syntaxe, on fait nos fautes de vocabulaire, et on tourne tout ça contre nous, et finalement, on se retrouve dans une situation. Bon, quand tu es citoyen, évidemment, ça c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Bon, voilà, il faudrait que les gens aillent vraiment chercher la petite bête, voilà, pour t'emmerder, mais Dieu sait jusqu'où ils peuvent aller, mais tant que tu n'es pas citoyen, bon, moi, le meilleur conseil que je puisse donner aux gens, c'est que si vous pouvez ne pas sortir, voilà, c'est toujours ça de mieux, quoi. Ok, d'accord. Yeah. Okay. Yeah. Alors, pour nos frères et sœurs qui ont ces deux passeports, Ouais. quels conseils devrait-on leur donner exactement dans l'utilisation de ces deux passeports, c'est-à-dire américains Ouais. et ivoiriens, ou bien Ouais. américains, camerounais, en Ouais. fait, ces deux, les binationaux. Oui, bah, écoute, moi, je simplifie la chose. J'ai cette fâcheuse manie de tout simplifier pour me simplifier la vie. Écoute, tu t'es battu pendant des années pour avoir un passeport américain, utilise-le. Hein? Encore que, tu vois quoi, bon, peut-être que tu transites par la France, tu transites par des trucs comme ça. Bon, quand tu as un passeport autre qu'un passeport américain, tu vois quoi, les gens, quelquefois, ils te posent des questions inutiles. Mais lorsque tu as un passeport américain, tout le monde fait la courbette. Absolument. Voilà. Absolument. Donc, hey, qui n'aime pas qu'on fasse la courbette devant lui? Hein? Qui aime les problèmes? Donc, tu as un passeport américain. Enfin, moi, je pense, hein. Bon, maintenant, il revient à chacun de dire, ah non, 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 voilà, c'est mon droit, voilà, j'en fais ce que je veux. Bon, ok, ça, c'est totalement concédé, hein. Mais sinon, pour le reste, moi, je pense que la meilleure, la plus simple des choses, maintenant, lorsque tu arrives au pays et que tu veux faire peut-être certains documents, bon, tu veux faire certaines démarches, et où on tient à vérifier ta nationalité ivoirienne, tu peux utiliser ton passeport pour faire ce genre de démarche-là. Voilà. Mais sinon. Ton passeport local, ton passeport. Voilà, ton passeport local. Voilà. Bon, parce que là, maintenant, tu viens, voilà, tu es un enfant du pays, voilà, tu vas avoir accès à certaines choses. Oui. Bon, on exige que tu sois ivoirien. Voilà. Voilà. Donc, tu peux au moins, mais lorsque tu entres, tu sors, surtout pour les voyages internationaux, mais entre nous, quoi. Frère, on va pas juster que le passeport américain pèse plus lourd que le passeport ivoirien. Il n'y a pas photo. Ou bien. Bon, voilà quoi. Donc, en fait, je pense que c'est pas qu'on méprise nos passeports, mais c'est la réalité sur le terrain. Et je pense que, bon, aussi, il faut tous se simplifier la vie. Et puis, bon, on cherche toujours partout, on va le maximum de protection. Okay. Et c'est clair que le passeport américain fournit plus de protection que le passeport ivoirien. Bon, peut-être qu'un jour, le passeport ivoirien va arriver à ce niveau, mais on n'y est pas encore. Ne prenez pas, à moins que vraiment vous soyez quelqu'un totalement formé dedans, mais prenez sur vous plutôt de parler à des spécialistes, n'est-ce pas, afin de recevoir, n'est-ce pas, l'aide qu'il faut. Ensuite, de trois, je voulais dire que c'est pas parce que Trump parle tous les jours que les procédures en matière d'immigration sont arrêtées. Non. Tout continue. Les gens vont continuer à introduire des demandes d'asile. Les gens vont continuer à faire des demandes de permis de travail, à faire les ajustements de statut, à faire les naturalisations, le regroupement familial, à inviter des parents à venir les voir. Non, ça, la preuve, je dis, on continue de voir les gens qui arrivent là, même à Trump. Voilà. Oui. Donc, c'est la preuve que, bon, tu vois, en dépit de tout ce bruit-là, les choses quand même continuent. Donc, on peut pas s'asseoir pour dire, oh, voilà, maintenant tout est arrêté. Non. Les choses continuent, mais maintenant, il faut peut-être avoir l'approche qu'il faut. Et donc, faut pas lâcher vos procédures qui sont en cours. Continuez à parler à vos avocats ou bien aux gens qui vous aident. Voilà, si ça fait un petit bout de temps, vous n'avez pas entendu parler de votre cas ou bien vous avez reçu un document, surtout par ces temps-ci, n'ayez pas peur. Mais, comme je l'ai dit, à quelque chose de malheur est bon. Je pense que le temps est venu pour nous d'opérer un changement de paradigme et qu'on joue beaucoup plus la carte du partenariat, donc, voilà, la carte du regroupement, n'est-ce pas, pour que tous ensemble, on puisse créer un bloc et qui va ensemble réfléchir. Et je voulais aussi dire
que si j'ai dit des choses, n'est-ce pas, qui ne plaisent pas à certaines personnes, donc ces gens-là peuvent te contacter, Oui, bien sûr. voilà, et puis dire, oh, mais tiens, voilà, bon, plutôt que de poster, tu vois, des commentaires désobligeants, bon, voyez-vous, on n'est pas des enfants, Oui, tu vois, et quand je parle ici, je parle en toute humilité, absolument. voilà, en toute humilité, j'ai pas la science infuse, Absolument. voilà, je ne fais que partager mon point de vue, Absolument. et si ça a la logique pour certains, bon, ben si, mais si ça n'a pas la logique pour d'autres, et qui veulent me parler, voilà, il peut bien me parler, voilà, Absolument. bon, il peut passer par toi, bon, ou bien il peut me aller sur le site de African Advocacy Network, ils vont voir mes coordonnées là-bas, bon, il peut m'envoyer un email, et Absolument. que Dieu est, par ses anges, avec ses anges, et est toujours sa main sur nous, Absolument. et nous sommes des immigrants, nous ne faisons absolument rien de nouveau, voilà, comme je le disais une fois en riant, s'il n'y avait pas l'immigration, et l'humanité ayant commencé en Afrique, au lieu tous les humains seraient en Afrique. Oui, absolument. Voilà. Mais comment ça se fait qu'ils sont partout dans le monde alors que le projet dépasse l'Afrique? Yeah. Par conséquent, l'immigration n'a absolument rien d'extraordinaire. Hein, voilà, le peuple de Dieu a erré dans les déserts pendant 40 ans. Pendant 40, voilà, ouais. pour faire seulement environ 600 à 700 km pendant Ouais. 40 ans. Voilà. Donc, je pense que ça fait partie de l'ordre naturel des choses. Voilà. Donc, nous ne devons pas nous sentir en quoi que ce soit coupable de quoi que ce soit. Absolument. N'est-ce Ouais. pas? C'est le cours normal des choses de l'humanité. Ouais. Et je pense que, voilà, et on n'a pas culpabilisé pour cela, mais plutôt, si on devait culpabiliser pour quelque chose, c'est le fait que nous n'arrivons pas à créer nous-mêmes, n'est-ce pas, la symbiose qu'il faut pour nous regrouper et nous prendre en charge totalement. Absolument. Et ça, il faudrait qu'on Absolument. prie tous pour ça et que, voilà, et qu'on mène surtout des actions, parce qu'à la fin du jour, c'est des actions. Ouais. Et merci encore pour En l'invitation tout cas, il n'y a pas et de que Dieu problème. te soutienne dans ta mission, Amen. n'est-ce pas, qui est très, très noble. Et je pense que, et c'est pour ça qu'il disait peut-être qu'il va falloir aussi que tu prennes des jeunes gens aussi, n'est-ce pas, à côté de toi. Bon, Absolument. maintenant, on peut voir s'il faut peut-être chercher du matériel. Bon, on peut peut-être voir comment on peut travailler ensemble. Ben, c'est très Hein, intéressant. voilà, pour toucher à ce genre de choses. Ok. Voilà. Merci beaucoup, M. Traoré. Merci beaucoup. Et sur un point précis, je voulais te dire que tu es ici, dans la diaspora ici africaine, tu es une référence. Ah bon? Et nous venons vers toi. Nous savons pourquoi nous venons vers toi. Voilà, Mais- parce que tu es pour nous une personne crédible. Tu as fait tes preuves ici au niveau de la diaspora, surtout ici entre nous à San Francisco, ici en Californie. Tu as vraiment posé des actes qui ont été pour nous bénéfiques pour beaucoup d'entre nous. Et donc, nous savons qui est l'homme. C'est pourquoi Ok, nous merci. venons vers toi. Des gens peuvent raconter ce qu'ils veulent. Ok, ça n'engage qu'eux-mêmes. Hein? Mais je pense que on tire sur l'arbre même qui porte des fruits. Bon, enfin, j'espère bien. Voilà. Merci beaucoup pour ces points. D'ailleurs, tu en parles, bon, parce En que, tout cas. bon, effectivement, tu vois, j'ai été nommé. Oui. Bon, je trouve que, enfin, bon, il Voilà. faut prendre tous ces genres de choses avec beaucoup de philosophie. Ouais. Bon, pour ceux qui me connaissent, ils savent que mes intentions sont nettes. Hein. Bien Je sûr. ne suis pas en train de chercher à être le leader de quelqu'un, à Bien être le sûr. chef de quelqu'un. Bien sûr. Voilà, quand tu sais approcher les gens avec respect et humilité, Ouais. voilà, Dieu fait-tu qu'on te rende le même respect et l'humilité. Ouais. Bon, maintenant, cela peut énerver des gens. Bon, Ouais. ça, tu peux rien faire pour ça. Absolument. Mais sinon, bon, écoutez, voilà, je prends aussi tes gentils mots, pas seulement pour moi, mais aussi surtout pour le personnel de EEN. Oui, Voilà, parce que absolument. bon, c'est ce que j'essaie de leur impliquer, j'essaie de leur expliquer. Pour finir, je vais dire ceci. On peut avoir toute la peur qu'on veut aujourd'hui en Amérique. Mais à la fin du jour, il faut qu'on se dise que le peuple américain est constitué en majorité de bonnes personnes que de mauvaises personnes. Dieu merci. Que la majorité des Américains soient des gens bien, qui n'ont aucun problème avec les immigrants. Absolument. Voilà, qui ne comprennent même pas pourquoi est-ce que, enfin, on pose des problèmes aux immigrants, Bien sûr. quelle que soit leur race. Voilà. Et je pense que ça, c'est une bénédiction de Dieu. Non. Mais le jour où Dieu va enlever ça à l'Amérique, et que l'Américain, dans la majorité, croit en une philosophie qui fait que l'étranger n'est plus vu comme un enfant de Comme Dieu, un enfant de Dieu. alors ça sera la chute de la civilisation américaine. Ah oui. Et que Dieu nous en garde. Ah oui. Et que pour le moment, Dieu nous en garde, voilà, vraiment. voilà, et qu'on reste sur une note positive que En tout cas. la majorité de l'Amérique est une majorité bonne. Et encore Dieu merci pour ça. Voilà qui est bien dit. Mesdames et messieurs, nous recevions, comme vous l'avez constaté, M. Traoré Adoubou, qui nous a vraiment entretenu de façon exhaustive sur d'abord le plan d'immigration. Il nous a fait une mise à jour de la situation et prodigué quelques conseils à toute la diaspora africaine, toujours pour notre bien-être. Les politiques d'immigration instaurées sous l'administration Trump, souvent controversées, ont non seulement redéfini les contours de l'immigration aux États-Unis,
mais ont également eu des répercussions profondes sur la vie des millions d'individus. Au terme donc de cette émission, il est essentiel de considérer les défis futurs et de réfléchir à des solutions constructives qui privilégient la dignité humaine tout en garantissant la sécurité nationale. La voie vers une politique d'immigration juste et équitable nécessite un dialogue continu et l'engagement de tous. C'est ce que nous pensons. Merci donc de votre attention et restez avec nous pour d'autres émissions, mesdames et messieurs, qui, nous l'espérons, éclaireront davantage cette thématique complexe. Je suis Théo Coucougnon. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir, chevaux. Les politiques d'immigration instaurées sous l'administration Trump, souvent controversées, ont non seulement redéfini les contours de l'immigration aux États-Unis, mais ont également eu des répercussions profondes sur la vie des millions d'individus. Au terme donc de cette émission, il est essentiel de considérer les défis futurs et de réfléchir à des solutions constructives qui privilégient la dignité humaine tout en garantissant la sécurité nationale. La voie vers une politique d'immigration juste et équitable nécessite un dialogue continu et l'engagement de tous. C'est ce que nous pensons. Merci donc de votre attention et restez avec nous pour d'autres émissions, mesdames et messieurs, qui, nous l'espérons, éclaireront davantage cette thématique complexe. Je suis Théo Coucougnon. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir, chevaux.